Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de la dette, de la censure, nous allons aussi parler de la bêtise de notre chère caste dirigeante préférée, nous allons parler des problèmes qui vont arriver d'ici, voilà, quelques semaines, quelques mois à peine, donc des problèmes qui sont quand même assez gros, vous allez le voir, et on va découvrir ça à travers le prisme d'une petite chaîne qui s'appelle Expatriation Voyage. Et franchement, cette chaîne, elle envoie du lourd malgré le peu d'abonnés qu'elle a. Elle a à peine 1000 abonnés, franchement, c'est une honte, c'est une honte. Donc allez vous abonner à Expatriation Voyage parce que vous allez voir qu'il fait le taf, il dénonce, il balance du lourd, et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Écoutez bien parce que ça va être très instructif. Le problème que nous avons spécifiquement en 2025, c'est que nous sommes dans une crise économique extrêmement grave. On est dans la crise de la dette. Si vous allez sur le site horloge de la dette publique.com, donc vous avez la dette publique de la France qui s'élève à l'heure actuelle, fin juillet 2025, à 3400 milliards d'euros à peu près. À peu près, on n'est plus à ça près, on est à la louche, voilà. Franchement, ouais, vas-y, on s'en fout. 3400 milliards de dettes. Alors, je me revois un an et demi avant, tu vois, et je me dis, putain, mais les vidéos que je faisais à l'époque, je parlais de 3200 milliards de dettes. J'étais en mode alarmiste. Allez, c'est la fin du monde, c'est la fin de la France, on est à 3200 milliards de dettes, faut arrêter ça tout de suite. On arrive sur le mur de la dette, et on va se le prendre. Un an plus tard, eh bien, on est à 3400 milliards et les dépenses n'ont pas réduit pour autant. On a une pression fiscale qui a accrue, on a, voilà, des taxes, des charges, des impôts qui sortent dans tous les sens, on a des réductions de dépenses dans le social, mais cette dette continue à être exponentielle. L'exponentialité, c'est le fait d'avoir une courbe qui est plutôt plate et qui d'un coup part vers l'espace. Et c'est ce qui va se passer avec cette dette, malheureusement, puisqu'on le voit, la charge des intérêts ne fait qu'augmenter d'année en année, malheureusement, on doit rembourser de plus en plus. Et on rembourse à peine la charge des intérêts. C'est ça qui est la problématique, c'est qu'on ne rembourse jamais cette dette. Donc on va finir par avoir un vrai problème, vous allez le voir. Donc vous comprenez bien qu'il y a un problème. Alors, il y a un problème qu'on peut assez facilement évaluer ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que cet automne, c'est la banqueroute. en France, risque d'être extrêmement chaud, extrêmement difficile. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas pour rien qu'il y a des mesures qui sont prises contre les réseaux sociaux dès maintenant. On voit des arrestations, on voit beaucoup d'arrestations en fait. Et donc, il y a vraiment un très très gros souci. Je pense que le personnel politique a littéralement peur. Vous pensez qu'ils ont peur ? C'est une question intéressante que je vous pose dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que notre personnel politique a peur, sachant qu'il contrôle absolument tous les organes de l'État, la justice, la police, voilà, ils écrivent les lois, ils se torchent le cul avec, bref, ils contrôlent tout. Est-ce qu'ils ont peur, à votre avis ? C'est une bonne question. Parce que à un moment donné, il va y avoir besoin de réduire la dette, et quand vous réduisez la dette, vous n'avez pas le choix. Ça s'est vu dans tous les pays, ça c'est même. Alors, réduire la dette, ça veut dire appeler la Troïka. Donc, faire appel à la Commission européenne, à la Banque centrale européenne, au FMI, et puis leur demander de te prêter de l'argent, d'imprimer des petits billets d'euros sympathiques, pour pouvoir rembourser une petite partie de ta dette, ou du moins faire en sorte qu'elle soit un petit peu plus gérable. Ça veut aussi dire vendre les bijoux de famille. Malheureusement, on en a déjà vendu quelques-uns, donc il reste pas grand chose. Donc on va vendre encore une fois la France à la découpe. On va demander de l'argent évidemment contre quelques faveurs, dont notamment ces ventes de biens privés, biens publics qui vont devenir privés. Et puis ça va être la catastrophe, littéralement ça va être la cata. Rembourser cette dette, il faudrait faire des économies. C'est François Asselineau qui a parlé de ça sur GPTV. Il faudrait rembourser sur une année. Il faudrait faire 180 milliards d'économies pour rembourser 1 ou 2 milliards de cette dette. Sur les 3400 milliards. Je sais pas si vous imaginez un petit peu le délire, ça va trop loin, quoi. Je veux dire, quand on vous annonce 44 milliards d'économies, c'est déjà le bordel. Imaginez, on en est au point où on est obligé de faire 180 milliards d'économies. Voilà, c'est ça le problème de laisser dérailler la dette. C'est que là, on va se retrouver dans une merde sombre. Clairement. On va vendre les bijoux de famille, on va se faire asservir, et on n'aura pas le choix. Parce qu'on n'a plus rien derrière pour se défendre. On a tout bradé. Voilà quoi. Même vu d'ailleurs à une échelle moins grande en France, dans les années 80, quand il y a eu un besoin de réduction de la dette publique, qui pourtant à l'époque n'était pas énorme, eh bien vous avez eu les périodes d'austérité, la rigueur, l'austérité, ça a nécessairement mis beaucoup de chômeurs, donc vous aviez des mouvements sociaux, etc. Il est évident qu'avec la potion extrêmement amère que va devoir prendre la France, à cause de ses finances publiques, la rentrée de septembre 2025 va être particulièrement difficile. Donc, je ne vais pas continuer plus sur ce sujet, si vous voulez. C'est plutôt pour vous dresser un cadre, une espèce de tableau général de la situation. Mais le pire, c'est que cette situation, plus on va la laisser dérailler, plus le remède, cette fameuse potion extrême qui va nous être appliquée, plus ce poison, littéralement, va être amer, effectivement.
puisque plus il y aura à rembourser, plus on perd de temps, plus les organes de production se seront barrés ou auront fait faillite. Hein. Vous le savez très bien, vous regardez simplement sur la Banque de France le nombre de faillites d'entreprises, vous allez comprendre ce qui se passe en France. C'est une véritable hécatombe. Donc en fait, on est en train de simplement de se séparer de l'appareil productif, donc des sources de revenus de la France, et derrière ça, on laisse tout simplement une dette filée. Donc quand on va devoir rembourser et qu'on n'aura plus aucune source de revenus, ça s'appellera banqueroute, hein, c'est la faillite. On sera sur la paille. Ça va être très très dur. Et avant ça, eh bien, on vous mettra évidemment une cure d'austérité, mais vénère, hein, à la grecque, à la libanaise, à la chypriote. Enfin bref, on va vous essorer. On n'est pas les seuls pays à être passés par là. On est dans une situation particulière en Europe. Les autres pays ne sont pas dans cette situation. Éventuellement, il y a peut-être la Belgique, mais la Belgique est un pays qui prend et qui a pris des mesures pour assainir ses finances publiques. Donc, si vous voulez, on est le seul pays malheureusement dans cette situation, et on se retrouve quelque part. Il y a de plus en plus de gens qui le disent. Hein, c'est pas moi qui le dis. Dans la situation de la Grèce, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Et ce qui est assez drôle, c'est que les gens qui disaient ça il y a quelques années, hein, ceux qui alertaient depuis très longtemps que la situation allait devenir dramatique et qu'il fallait faire quelque chose avant que ça devienne ingérable, eh bien ces gens-là étaient traités de fous, de complotistes, de zinzins, d'alarmistes, de sensationnalistes. Et au final, eh bien, il s'avère qu'on y arrive doucement mais sûrement, mais que la réalité qu'ils décrivaient est en train de se réaliser. On commence doucement mais sûrement à se diriger vers une crise de la dette. Et croyez-moi, il n'y a pas de totem d'immunité parce qu'on s'appelle la France. Hein. La finance, c'est la finance, les marchés financiers sont les marchés financiers. Et malheureusement, on va avoir affaire à des prédateurs, des vautours, des fonds vautours même, qui vont venir se servir sur nos tronches, littéralement. Ils vont venir nous dépecer, alors qu'on sera encore potentiellement un petit peu vivant. Voilà. Et la Grèce, à côté de la France, c'est cacahuète. Hein. Franchement, je crois que c'était 300 milliards la Grèce. Nous, on est à 3400 milliards. Donc il y a 3100 milliards de plus en termes de dette, ce qui est juste démentiel. Vous voulez, c'est le même genre de situation qu'ont connu le Portugal, l'Argentine et d'autres pays comme ça. Je veux dire, voilà, c'est une situation de crise de la dette publique, comme ça existe de manière récurrente quand un État dépense trop. Il arrive un moment, il peut plus dépenser et nécessairement vous avez la création d'une grosse crise économique et aussi de mouvements sociaux parce que les gens qui sont dans la fonction publique se laissent pas nécessairement faire et donc voilà, vous avez quand même un risque d'un automne assez chaud. Il peut même commencer en septembre. Hein. Et donc le truc. Je pense qu'il dit ça par rapport à la date du 10 septembre. On ne sait pas trop qui organise ça, on ne sait pas trop dans quel but. Alors, on n'a pas de colonne vertébrale, donc on verra bien ce que ça donne, ce mouvement-là. Je vous ai dit, moi j'ai des petits doutes sur le fait que ça soit instrumentalisé et que ça serve en fait d'outil d'ingénierie sociale pour tout simplement conformer les gens à courber les chines. Mais bon, ça reste que mon avis, on verra bien sur le tas. Hein. On jugera sur pièce, comme on dit. Dans tous les cas, cette crise, le danger en fait de la crise actuelle, c'est pas vraiment de voir la dette exploser à la hausse, c'est de ne plus pouvoir la financer et de la refinancer. Parce que chaque année, on ne la rembourse pas, on roule la dette. On réinvestit ce qu'on emprunte pour pouvoir en fait payer ses intérêts et continuer d'emprunter. Et ça, c'est un problème parce que là, on fait de la cavalerie monétaire, en gros, pour pouvoir continuer à vivre. C'est-à-dire qu'on emprunte pour rembourser un autre emprunt. C'est totalement illégal, mais comme on est un État, on peut le faire. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, les marchés vont dire mais attendez, mes cocos, là, ça commence à devenir chaud. Hein. Soit vous prenez l'épargne des Français, soit vous tapez dans leur patrimoine par X procédés, soit on arrête de vous prêter de l'argent, tout simplement. Ou alors, on continue à vous le prêter, mais avec des taux complètement délirants. Et là, c'est à partir de là que la dette va vraiment devenir exponentielle. Parce que quand les taux vont monter un petit peu trop haut, hein, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10% et plus, voilà, c'est fini en fait. C'est fini. L'exponentialité, elle aura commencé. Elle a déjà commencé à devenir un tout petit peu exponentielle, mais je peux vous dire que il y a une chose qui est certaine, c'est que si on dépasse les 4% d'intérêt, c'est la fin. C'est la fin. C'est fini. C'est-à-dire que là, on va commencer à partir à volo. Mais clairement. Le truc, c'est que comme vous allez avoir une crise économique qui va être grave, vous allez nécessairement avoir beaucoup de Français qui vont devoir choisir le chemin de l'étranger. Il n'y a pas d'autres possibilités, si vous voulez. Ça veut dire que vous êtes sur la chaîne de l'expatriation, donc je suis bien placé pour faire les différences entre un expatrié et un émigré. Donc, et je vais aborder ce vocable tout de suite. Vous avez trois mots de vocabulaire que vous devez intégrer. Vous avez l'expatrié, ça c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé jusqu'à maintenant en France, où la France était encore un pays riche, encore un pays n'ayant pas de problème économique, enfin pas tant que ça quoi. Et donc les gens partaient à l'étranger, comme c'était mon cas, pour découvrir l'étranger, pour travailler, pour y vivre, etc. Mais
pour réduire la pression fiscale, pour avoir un petit peu plus de sécurité, etc., etc., etc. Voilà, quand tu as les moyens de partir et de t'expatrier, par exemple, tu es nomade digital numérique, là, enfin, en gros, tu fais des revenus sur Internet, eh bien, tu te sauves. Tu te sauves parce que ton cadre de vie sera sûrement meilleur ailleurs, dans le sens où, eh bien, avec le même argent, la même somme d'argent, tu pourras vivre comme un roi dans un autre pays. Donc, les gens faisaient souvent ce choix-là. Ils le faisaient en toute conscience et en toute connaissance de cause. Et avec éventuellement la possibilité de retourner un jour en France pour pouvoir, voilà, passer sa retraite, etc. Donc ça, c'était avant. Et c'est de moins en moins le cas. C'est de moins en moins le cas, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit, en fait, en regardant les chiffres, que, eh bien, vous avez de plus en plus de Français qui partent à l'étranger, qui s'expatrient et qui ne reviennent pas. Et si vous voulez, la situation, elle est comme ça. Elle est une situation de ce qu'on appelle émigration. Donc ça commence par un E et ça va vers l'extérieur, émigrer. Donc on est face à une émigration, c'est-à-dire des gens qui partent et qui partent sans a priori envisager de retour, et ils partent pour des raisons, soit des raisons sécuritaires, parce que la situation sécuritaire en France devient de plus en plus tragique, dramatique, je ne sais pas quel mot utiliser, et donc comme ça s'arrange pas et comme ça ne fait que s'empirer, bah voilà, les gens partent et ne reviennent pas, parce que quand ils reviennent de manière temporaire, ils voient la situation qui se dégrade de plus en plus, donc ils ont de moins en moins envie de revenir. Ils font une vie et ils s'installent dans une vie à l'étranger. Et si vous voulez, la différence qu'il y a aussi avec il y a 20 ans, il y a 30 ans, c'est que maintenant, la vie à l'étranger est souvent de même niveau qu'en France, parce que la France a beaucoup baissé, on est passé de la 10e place en gros en PIB par habitant à l'heure actuelle on doit être à la 25e place, voilà, donc il y a vraiment eu en l'espace de 25 ans une dégradation terrible du niveau de vie des Français. Et voilà, on a transformé la France en tiers-monde, et on va trafiquer les chiffres, on va les tordre dans tous les sens pour vous faire croire que tout va bien, et c'est ce qu'ils font depuis des années, hein. Voilà, quand t'écoutes les médias, quand t'écoutes les organismes qui sont censés faire des statistiques, des sondages, etc., tout va bien en France. Sauf que bon, les gens le ressentent quand même un petit peu. Il y a un petit peu, voilà, d'agacement. On commence à se dire, attends, il y a un truc qui va pas. Et c'est bien parce que ça permet de réveiller des gens. Il y a des gens qui se réveillent d'eux-mêmes. Il y a des gens qui commencent à essayer de s'informer, qui commencent à essayer de comprendre pourquoi ils entendent de plus en plus sur les réseaux, ils entendent de plus en plus autour d'eux des gens qui commencent à alerter, à tirer la sonnette d'alarme. Voilà, attention, ça déraille. Attention, bientôt on va vous piquer votre épargne. Attention, bientôt ça, une nouvelle taxe, un nouvel impôt, une nouvelle charge, etc. Une augmentation par-ci, une augmentation par-là. Les factures d'électricité qui vont péter à la hausse, les ZFE, etc. Bon, bref, quand tu entends tout ça à droite à gauche, tu commences à t'interroger. Tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Et c'est bien. C'est très bien que les gens se réveillent. Malheureusement, il va falloir qu'ils se réveillent très très vite parce que là, ça devient vraiment très urgent. Ça devient très 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 urgent. Là, comme il le dit, la France c'est devenu le tiers-monde. Et ça continue, d'accord? C'est pas genre ça s'arrête là, c'est bon, on est arrivé au même niveau que les autres, donc tout va bien. Non, non. Les autres pays, eux, ils commencent à évoluer, tout simplement parce qu'ils récupèrent de la valeur, hein. Ils récupèrent des sources de revenus. Les entreprises qui délocalisent, elles vont bien dans certains autres pays, hein. Elles vont pas délocaliser dans le fin fond du trou du cul de l'univers. Non, elles vont quelque part en Europe, ou aux États-Unis, ou en Chine, ou en Afrique, ou même en Russie, pourquoi pas avant. Mais en tous les cas, elles délocalisent quelque part. Et forcément, les pays qui accueillent ces sources de création de richesse, donc ces sources de revenus, une entreprise c'est une source de revenus pour un État, eh bien ils finissent par s'enrichir. Ça enrichit les gens qui vivent là-bas aussi, d'accord? Ça enrichit les locaux. Donc tout le monde s'enrichit, pendant que toi, tu t'appauvris. Parce que toi, l'usine qui est partie, eh bien c'est du travail en moins. C'est des locaux qui ne travaillent plus, puisque derrière, les salaires ne circulent plus. 1 euro qui circule, c'est 1 euro qui efface de la dette. 1 euro qui ne circule pas, qui est thésaurisé ou qui tout simplement n'arrive plus à circuler parce qu'il y a plus de moyens de production, et donc il y a plus de revenus, et donc il y a plus de salaire, et donc il y a plus de dépenses, et bien là, tu te retrouves dans une galère, hein, d'accord? C'est une zone morte. Par exemple, dans le nord de la France, c'est un carnage. Et ça risque de se répandre, malheureusement. Donc très très chaud la France, hein, actuellement. Et c'est pas pour rien que les gens sont partis, et aujourd'hui, les gens qui vont partir quelque part en Europe vont se retrouver avec un niveau de vie similaire à celui de la France. C'est quand même assez dramatique, sachant que là, dans quelques mois, quelques années, hein, peut-être, je l'espère, hein, je préférerais attendre quelques années que quelques mois, eh bien, dans quelques mois ou quelques années, eh bien, la France, elle aura un niveau de vie bien moindre que beaucoup de pays européens. Parce que derrière, on va nous saigner, c'est sûr et certain. Qui s'en aperçoivent pas. Je veux dire, quand vous restez en France, vous ne pouvez pas vous apercevoir de la catastrophe dans laquelle vous êtes enferré. Il y a que les expatriés qui peuvent vraiment comprendre ça. Et je veux dire, c'est pas le fait d'aller passer 15 jours ou même 3 mois à l'étranger en allant faire des vacances que ça change quelque chose. Ce qu'il faut, c'est vivre dans un pays étranger, comprendre, travailler et retourner en France et voir. Et la comparaison est terrible. Donc ça, c'est le premier point. Vous avez... J'ai déjà écouté plusieurs émissions sur les expatriés, leur retour, etc. Et franchement, la plupart du temps, les gens t'expliquent un contraste que toi, en tant que locaux français, en tant que résident français permanent,
eh bien tu n'auras jamais de ta vie. En fait, tu ne feras jamais en fait cet éveil mental, tout simplement parce que tu n'as pas de point de vue différent. Toi, tu as le point de vue du Français qui travaille en France, qui dépense en France, qui vit en France et qui en fait est monopays. Par contre, le mec qui a émigré, pardon, qui est parti tout simplement se poser dans un autre pays et qui commence à voir que son niveau de vie augmente et que ses conditions de travail sont beaucoup mieux, qu'il y a moins de normes, il y a moins de charges, il y a moins de ci, il y a moins de ça, bah moins égale plus. Hein. Donc au bout d'un moment, les mecs, ils ont plus du tout envie de revenir en France, tout simplement. Donc maintenant, ce qui se surajoute en 2025, c'est la crise économique. Vous avez une crise économique qui est absolument abominable, qui est en train d'arriver. Hein. On comprend bien, avec tous les problèmes qu'il y a eu autour des agences de notation, la discussion autour du budget, il va y avoir énormément de taxes en 2026, ça va être vraiment dramatique, mais il va y avoir aussi des économies qui vont être obligatoires. Et donc, vous allez avoir un appauvrissement de la population en 2026, en 2027, en 2028. Vous allez probablement avoir une montée du chômage qui va se poursuivre régulièrement jusqu'en 2030, parce que si vous regardez les courbes du chômage, vous allez voir que suite à une crise, reprenez toutes les crises, je veux dire la crise des subprimes, la crise des années 90, etc., vous allez voir que le chômage augmente sur 3 ans, sur 5 ans, c'est pas quelque chose qui augmente rapidement, mais vous avez chaque année 200 000 chômeurs en plus. Et donc si vous voulez, on va rentrer dans cette dynamique, parce que l'État peut plus rien faire, quoi. L'État est exsangue, il va devoir probablement se débarrasser d'une partie des employés de la fonction publique, donc ça va rajouter encore plus de monde sur le marché du travail, ça va être une vraie hécatombe. Là, ce qu'il dit, c'est intéressant parce qu'effectivement, on aurait déjà beaucoup plus de chômage. D'accord ? Les chiffres sont totalement trafiqués, j'en ai déjà parlé, donc là, je vais pas revenir plus dessus. Mais le fait déjà de mettre des postes de fonctionnaires à gogo, c'est-à-dire d'embaucher des gens dans la fonction publique, eh bien, ça sert en fait à réduire partiellement ou artificiellement cette courbe du chômage. Donc, tu donnes du travail à des gens qui, malheureusement, et je le dis pas en mal, ne créent pas de valeur directe. Ils le font de manière indirecte parce qu'ils les services publics permettent tout simplement de faire en sorte que les services privés, donc les entreprises, puissent travailler dans de bonnes conditions. D'accord ? Le privé et le public sont complémentaires dans un sens. D'accord ? Mais par contre, ils ne créent pas de valeur directement. C'est pas eux qui sont les producteurs. Le truc, c'est que si demain il y a une crise de dette et qu'on ne peut plus rembourser ou que on négocie avec la Troïka, donc le FMI et compagnie, on va négocier des sous-sous, mais en échange, ils vont nous dire, faut faire des coupes, faut réduire le nombre de fonctionnaires. Donc là, il y a des fonctionnaires qui vont gicler. Il faut réduire les retraites. Donc une première coupe, une deuxième, une troisième, une quatrième, comme en Grèce. Il faut réduire le chômage. Donc on augmente les conditions pour faire en sorte que les gens ne puissent plus y accéder. On va réduire les indemnisations, etc. Bref, ça va être le merdier, clairement, et ça va couper dans tous les sens. Donc effectivement, comme il le dit, ça va être une hécatombe. Ça va être une boucherie. Voilà, on va dire le terme, ça va être la boucherie. Donc si vous voulez, vous allez avoir une émigration française, hein, ça veut dire que maintenant vous allez avoir de plus en plus de gens qui vont devoir partir de France. D'ailleurs, tiens, j'y pense, le chômage, vous voyez, il a parlé de 20 000 personnes, enfin 200 000 personnes par année qui augmentent. Le problème du chômage, et ça c'est Pierre Jovanovic qui en parle dans beaucoup de ses prises de parole, à chaque fois qu'il y a une augmentation du chômage, il y a une augmentation du taux de suicide, d'accord ? C'est corrélé, malheureusement. Quand il y a trop de chômage, il y a beaucoup de S. Donc, il va y avoir une vague de mortalité assez délirante dans les semaines, les mois, les années à venir, malheureusement. En plus de toutes les autres mesures qui sont en train de nous prendre au niveau sanitaire, par exemple, vous avez les injections ARN messager qui vont apporter des modifications dans votre corps, d'accord ? Vous allez avoir un petit problème de temps en temps de création de protéines qui ne sont pas désirées, qui vont rester très longtemps dans le corps et qui vont tout simplement causer des problèmes type myocardite, AVC, turbocancer, etc. Donc ça, c'est un problème. Et de l'autre côté, on va réduire les remboursements des problèmes longue durée. Je sais plus comment c'est, les ALD. Donc en gros, d'un côté, on t'injecte, donc directement ou indirectement, via du canard, par exemple. Le canard est injecté, donc tu peux l'ingérer. Donc il y a un risque qui n'est pas encore prouvé, mais il y a un risque de transmission vers l'homme. Donc ça, c'est un des rares. Enfin, ça doit pas être très commun, mais disons que c'est un risque à prendre en compte. Tu as les obligations de vaccin de la grippe qui vont potentiellement passer via une proposition de loi et qui va concerner tout le personnel médical. Et le problème, c'est que ce vaccin grippe va bientôt être remplacé par un vaccin bifonction, je crois, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, il va faire la grippe et le coco, et ce sera ARN messager, auto-amplifiant ou auto-répliquant. Donc je t'explique pas le merdier, hein. Il va y avoir une hausse des problèmes, des maladies longue durée, une hausse des cancers, des turbocancers, et de l'autre côté, on va réduire le remboursement de ces 10 cancers et turbocancers.
s'il n'y a pas une volonté mortifère de faire en sorte que les gens s'éteignent, je sais pas ce que c'est, je sais pas comment appeler ça. Mais bon, voilà. Retenez ce chiffre, plus de 200 000 chômeurs qui se rajoutent chaque année, ce qui va augmenter évidemment, puisque plus il y a de fermetures d'entreprises, plus ça augmente, plus ça devient exponentiel. Quand la dette va arriver, eh bien forcément, il va y avoir une liquidation en termes de personnel dans le public, donc ça va rajouter encore une fois de petite couche de problèmes, hein, de chômeurs. Et au final, eh bien, il y a des gens qui vont se donner, je peux pas dire les mots, mais qui vont, voilà, qui vont sauter la vie. Donc c'est chaud, hein. C'est très très chaud. C'est bien devoir, c'est-à-dire que ça ne sera pas un choix, pour pouvoir aller trouver du travail ailleurs, pour pouvoir manger, pour pouvoir s'habiller, pour pouvoir vivre. Donc heureusement, c'est possible. Hein. Heureusement, il y a quand même des solutions qui existent à l'étranger pour ça. Mais je veux dire, autant jusqu'à maintenant, il y avait des gens qui avaient le choix, autant maintenant, il y a de moins en moins de gens qui vont avoir le choix, et donc ils vont être obligés d'émigrer. Et donc les Français vont devenir des immigrés. Alors c'est interne, c'est entrée si vous voulez. Donc les Français vont devenir des immigrés dans leur pays d'adoption parce que à terme ils vont pas envisager de retourner en France, quoi. Je veux dire tout simplement. Donc ils vont. Donc là, ce qui va se passer potentiellement dans quelques semaines, quelques mois, quelques années, donc ça va arriver très vite, c'est que le pays va s'effondrer, la situation va devenir catastrophique et il y a des gens qui vont faire un arbitrage et qui vont se dire ok, j'abandonne tout parce qu'il n'y a plus rien pour moi ici. À part plus de misère, plus d'insécurité, plus de matraquage fiscal, plus de difficultés tout simplement. Et donc les gens vont préférer partir. Et c'est très dur hein, de s'expatrier, hein, je pense. Hein. J'ai jamais eu l'occasion de m'expatrier, mais je pense, à titre personnel, en mettant en fait ma propre personne dans une projection mentale, que ça doit être très difficile. D'accord ? Faut pouvoir se déraciner, faut pouvoir abandonner tous les freins émotionnels, toutes ces attaches, etc. Et il faut s'adapter aussi au pays qu'on va tout simplement aller habiter, hein, je sais pas comment, du coup, dans lequel on va immigrer. Et tout ça, c'est pas quelque chose de simple, d'accord. On pourrait se dire, ouais, c'est pas grave, on va quitter la France et puis on va aller vivre ailleurs. Je pense qu'il y a beaucoup de monde déjà qui n'auront pas les moyens, d'autres qui n'auront pas l'envie, et dans tous les cas, c'est pas souhaitable. Enfin, je veux dire, on a un pays, il est beau, il est magnifique, il est fort, il était souverain, il est plus, mais on a un beau pays et il faudrait tout simplement reprendre les commandes, arrêter ce délire et inverser la vapeur. Mais ça va être très difficile, hein, malheureusement. Inverser la vapeur, attention mes cocos, hein. Mais bon, perdons pas espoir. On verra bien ce qui va se passer. Ça risque d'être chaud, comme il le dit, en septembre-octobre. On verra bien. Cet automne, peut-être que ça sonnera le glas de notre cher caste politique, ou peut-être que ça sonnera le glas de la France et du peuple français. On verra bien. Ils vont y émigrer, y avoir les enfants sur place, etc. Ils vont toujours maintenir sans doute un contact par l'intermédiaire du consulat, des papiers, etc. pendant un certain temps, mais c'est quand même un temps qui risque de s'allonger et qui risque de se compter à partir de maintenant en très longues années. Parallèlement, vous allez avoir d'autres pays qui ont déjà émergé, en fait. C'est ça la différence qu'il y a entre... Je veux dire, beaucoup de gens ont encore la mentalité des années 80. Il faut arrêter avec ça. Je veux dire, on est en 2025. Le monde a changé. Le monde n'est plus du tout pareil. Et les gens vivent encore au-dessus de leurs moyens comme s'ils sortaient encore des 30 glorieuses, mais c'est fini. Les gens ont encore cette illusion que la France est forte, souveraine, que la France a du potentiel, que la France a des richesses encore à produire, alors qu'en fait, notre caste politique et toutes les chaînes qu'ils ont placées autour du peuple font que ça n'avance plus et qu'il n'y a plus rien à créer, en fait. Ils ont cassé la créativité, ils ont cassé la productivité, ils ont cassé la compétitivité, en fait, ils ont cassé l'économie. Donc un pays qui n'a plus d'économie, c'est un pays mort. Pendant ce temps-là, il y a des autres pays qui, eux, ont mis le pied sur l'accélérateur, sur le développement de leur économie, sur le développement de leur technologie, sur le développement de leur souveraineté, etc. Enfin bref, ils sont en train de se mettre sur l'avant de la scène internationale et ils sont en train de nous rouler dessus. Et s'ils le font pas encore, ils le feront dans pas longtemps. Sachant qu'on va encore, en plus, leur faciliter la tâche, puisque si nous, on s'écroule, voilà, hein, je veux dire, c'est plus facile de rouler sur un château qui s'est effondré que sur un château qui tient encore debout. Hein. Rouler sur des ruines, c'est plus simple. Et la réalité, c'est que maintenant, en 2025, vous avez beaucoup de pays, enfin beaucoup plus qu'avant en tout cas, qui sont susceptibles d'accueillir des Français avec un niveau de vie qui corresponde à ce qu'ils ont connu en France. C'est ça la grosse différence par rapport à avant. Il y a 20 ans, ne serait-ce que 20 ans, en fait, vous aviez pas tant de pays que ça où vous pouviez aller avec un niveau de vie équivalent, vraiment. Et ça a changé, ça a vraiment changé du tout au tout. La France s'est beaucoup appauvrie. Et donc les autres se sont beaucoup enrichis, et donc vous avez quelque part un équilibre qui se fait, et donc voilà, c'est comme ça. Donc vous allez avoir une émigration de la France qui va se produire à partir de 2026, hein, et qui va nécessairement être une émigration importante, mais surtout c'est une émigration qui va être une émigration qui ne sera pas choisie. C'est-à-dire que les gens n'auront plus le choix. Vous qui m'entendez, vous n'aurez plus le choix. Vous allez devoir partir pour des raisons sécuritaires ou pour des raisons économiques, hein.
Donc, quel est... Regardez les reportages sur le Liban. Alors je dis pas que ce sera le Liban, la France, d'accord? Je dis juste que on va pas reconnaître le pays. D'accord? Il y a la France d'avant 2025 et la France d'après 2025. J'ai même envie d'aller plus loin. Il y a la France d'avant 2020 et il y a la France d'après 2020 et il y aura sûrement la France d'après 2030. Voilà. 2030, je pense que c'est leur agenda de toute façon. Donc ce truc est déjà avancé depuis un très long moment. Mais après 2030, je pense qu'on reconnaîtra plus la France. Il y aura un véritable problème. Quel est le rapport en fait avec la modération du contenu sur les réseaux sociaux? C'est que vous avez parmi les gens qui vont devoir partir de France, vous savez, bon, je pense que je vais pas inventer quelque chose de très nouveau, mais quand on est salarié d'une entreprise, on dit souvent c'est les meilleurs qui partent les premiers. Alors je dirais ça autrement. En fait, je dirais c'est ceux qui ont le plus de facilité qui vont partir en premier. Comme ça s'est vu dans d'autres pays européens. Je veux dire, c'est pas quelque chose de fantastique, mais ça s'est vu en Grèce, ça s'est vu au Portugal. C'est des pays qui ont traversé une crise économique très grave. Les gens et beaucoup de jeunes ont été obligés de partir à l'étranger pour pouvoir trouver du travail. Mais c'est le lot des Français, malheureusement. Et oui, et ça a déjà commencé, hein, je veux dire, les gens qui ont les moyens se cassent. Hein. C'est pas nouveau, vous avez accès aux réseaux sociaux encore, pour l'instant. Vous pouvez aller sur X, vous regardez les témoignages, ça fait peur, il y a plein de gens qui mettent la clé sous la porte. TikTok aussi, on en voit passer pas mal. Il y a des gens qui mettent volontairement la clé sous la porte, qui vendent parfois à perte, pour tout simplement se casser de la France. Ils font ce choix-là. Donc les gens qui ont les compétences, donc les cerveaux, et les gens qui ont les moyens se tirent de France avant que ça s'écroule. Ils sont intelligents, ils sont pas cons. Hein. Ils se cassent, ils voient le truc arriver, ils se cassent. Donc, ce qui va se passer, donc, c'est que vous allez avoir les gens qui ont le plus de facilité vont partir en premier parce que ça va être plus facile. Je veux dire, vous parlez anglais, vous avez des diplômes, vous avez la volonté de créer une entreprise. C'est extrêmement important quand vous partez à l'étranger, envisagez de créer un business. Je veux dire, essayez pas. Enfin, que votre objectif principal ne soit pas d'être salarié ailleurs. Parce que être salarié à l'étranger, hors de son pays, c'est pas si facile que ça. C'est beaucoup plus facile d'avoir un business comme, ne serait-ce que comme auto-entrepreneur ou l'équivalent du pays dans lequel vous allez, ou micro-entrepreneur, ou moi, ce que je vous recommande beaucoup, hein, vraiment, c'est essayer avec plusieurs Français en lesquels vous avez confiance, de monter une structure, monter une entreprise et commencer à faire du service avec votre savoir-faire. Vous avez beaucoup de savoir-faire. Les Français, pour ça, même si le pays chute, les Français ont quand même des capacités pour pouvoir faire des choses à l'étranger, profitez-en. Et parmi ça, vous avez le fait d'utiliser les réseaux sociaux. Donc utiliser les réseaux sociaux. C'est pas mal ce qu'il a dit, hein. C'est pas mal. Se regrouper entre Français expatriés et créer une activité ensemble dans un autre pays. Donc là, ça demande de l'organisation, mais au moins on n'est pas tout seul. Il y a l'effet de groupe, voilà, on reste ensemble, unis dans cette expatriation. Bon, ça concernera pas tout le monde, évidemment, mais c'est vrai qu'on a des compétences, on a les cerveaux, donc potentiellement on peut s'en aller et innover, entreprendre. Mais c'est déjà ce que les gens font, en fait. Hein. C'est pas nouveau. Hein. Les gens ont plus de facilité à entreprendre à l'étranger qu'en France. Ils ont plus d'intérêt à le faire. C'est ça le truc. C'est qu'ils ont beaucoup plus intérêt à le faire que de s'exposer en France et de s'exposer au risque de se faire matraquer fiscalement, d'avoir affaire à un enfer fiscal et administratif incroyable, avec des lois et des normes qui vont leur tomber dessus toutes les 10 secondes. Aussi, l'enfer administratif, c'est le fait qu'il n'y a rien qui marche. Ça fonctionne que dans un sens. C'est-à-dire quand c'est destiné à vous prendre de l'argent, ça fonctionne. Par contre, quand c'est destiné à vous simplifier la vie ou à vous aider à travailler, etc., là, par contre, il n'y a plus rien qui va. Il n'y a rien qui marche. Voilà. Ça veut dire monter une chaîne YouTube, ça veut dire faire des choses sur Instagram, sur Facebook, utiliser Twitter, etc. Bon, ça, c'est un peu plus dur. Hein. Je vous le dis, gagner de l'argent sur YouTube, etc., c'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui arrivent à le faire. Mais si vous vous mettez en tête de tous devenir riches avec YouTube et compagnie, ça va être très dur, vous allez être vite déçus, je vous le garantis. J'en parle en connaissance de cause, ça fait plusieurs années que je suis sur YouTube, j'ai rien gagné, d'accord? J'ai rien gagné, sur TikTok non plus, quasiment rien, à part 2-3 dons de temps en temps. Voilà, c'est pas avec ça que tu vas faire ta vie, clairement. Donc, vendre du rêve en disant, allez, tu vas gagner ta vie sur YouTube, bon, va falloir manger du pain sec pendant très très longtemps avant de commencer à gagner votre vie, d'accord? Tout un tas de choses qui vont vous être interdites en France, parce qu'il faut pas se leurrer. L'objectif des politiques, c'est maintenant d'en arriver à des niveaux de censure. Je veux dire, à partir du moment où ils ont échoué au niveau économique, ils vont nécessairement
vouloir, comme ça s'est fait dans d'autres pays, je veux dire en Asie, censurer absolument toute possibilité d'en discuter sur les réseaux sociaux, de manière à éviter à ce que leur échec devienne trop patent. Il n'est pas impensable, par exemple, que même ce site, dette publique, horloge de la dette publique.com, devienne un de ces jours indisponible en France, pour éviter que les Français prennent connaissance en fait de la réalité de la catastrophe économique dans laquelle les ont mis tous ces hommes politiques qui maintenant demandent force censure, force contrôle, force perte de l'anonymat, et donc qui sont une vraie catastrophe pour la France, pour son économie, pour votre argent propre en fait. Je veux dire, ils se gênent pas pour prendre les impôts, mais ils donnent pas. Enfin, en retour, vous avez la dette, quoi. Vous avez le droit de payer la dette parce que bon, c'est sûr que c'est les gens qui vont payer cette dette là, quoi. En retour, vous aurez l'asservissement de la population. Vous aurez l'asservissement de la population et la destruction de l'État-nation. L'absorption de l'État-nation. Alors, je dis pas que ça va arriver demain, d'accord? Mais à terme, il y a une grande possibilité, une grande chance, en fait, que l'État-nation français soit dissous dans une Europe fédérale. Ça, c'est le rêve des mondialistes européens. C'est malheureusement une des possibilités qui attend le pays français. Voilà. Bon, après, je suis pas devin, je ne sais pas de quoi sera fait demain. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si la dette continue à monter comme ça, on va avoir un grave problème. On va se faire découper à la machette par des fonds vautours, par des milliardaires qui vont vouloir nous dépouiller. Croyez-moi, ils vont le faire. Ils vont nous dépouiller. Tout simplement. Donc, on va avoir un très gros problème puisqu'on va se transformer, tout doucement, mais sûrement, en esclaves modernes. Voilà. On sera des petits esclaves du système. Et on n'aura pas le choix. On n'aura plus le choix. On aura perdu ce choix. C'est ça qui est dramatique. Et donc la censure, elle est là pour empêcher les gens de réfléchir, d'avoir affaire à de l'esprit critique, à pouvoir mettre en contradiction le narratif qui est tout simplement scandé en continu sur les chaînes d'information. Vous savez, les chaînes d'information de propagande étatique qui sont possédées par les milliardaires qui ont mis les gens qui sont au pouvoir. Tu vois, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc évidemment, toi tu es sur les réseaux sociaux, tu veux dénoncer ça, tu parles de ça, c'est pas bon pour eux. C'est pas bon pour eux, surtout que les éveillés, les gens qui commencent à se réveiller, d'ailleurs, les gens en phase d'éveil, ils vont sur les réseaux sociaux, ils commencent à mettre en relation les sources d'information et ils commencent à faire preuve d'esprit critique. Et c'est ça qui devient dangereux pour le pouvoir. Parce que quand tu fais preuve d'esprit critique et que tu commences à peser le pour et le contre, et que tu te dis, il y a un problème dans l'idéologie qu'on essaie de me vendre, il y a un problème dans le narratif, et qu'en fait, je commence à de moins en moins y croire, là, le pouvoir en place, il commence à baliser, il commence à claquer des œufs. Donc la censure. La censure par tous les moyens possibles. Il y a beaucoup, et je pense qu'on pourrait faire une vidéo qui serait essentiellement axée sur ce point-là, sur la censure. Il y a beaucoup de manières de censurer les gens, et elles sont en train d'être mises en place depuis un certain temps, et elles commencent à se refermer sur nous, cette censure. On a déjà parlé, tapez juste loi 1535. Loi 1535, c'est une proposition de loi qui vise à censurer et à sanctionner tous ceux qui tiendront des propos antidémocratiques et anti-républicains. Donc tous ceux qui critiquent le pouvoir et les mesures qui sont appliquées par ce dit pouvoir. Et là, c'est 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Voilà le type de censure qu'on peut appliquer. Le pouvoir a peur. Le pouvoir a peur que le peuple se réveille et surtout, il a peur que le peuple soit uni sous la même bannière. Parce que pour l'instant, il joue la division. Il balance de l'essence sur le peuple pour que le peuple s'échine entre eux et se divise, parce que diviser, c'est mieux régner. Sur ces belles paroles, je vais vous laisser parce que la vidéo est très très longue. Je pensais faire une vidéo de 20 minutes, 25 minutes, maximum 30. On en est à 45. Il y a un petit coupage à faire, mais en gros, 45. Un petit peu abusé. Donc merci à vous. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne Expatriation Voyage, une toute petite chaîne qui mériterait d'être bien plus grosse, avec seulement 15 petits j'aime sur sa petite vidéo et 102 vues. Voilà, c'est un peu comme la mienne, c'est triste, c'est des chaînes qui sont vouées à être mortes nées. Malheureusement, c'est des chaînes qui seront, je pense, toujours très petites. C'est pas grave, on vit avec et on vous en veut pas. Mais entre nous, on peut s'aider quand même. Et donc, je mets en avant cette chaîne parce que je trouve que ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, donc cette personne qui travaille sur cette chaîne, est très pertinent, très intéressant. Vous voyez, ces vidéos, elles sont sympathiques. Et en plus de ça, il parle de business. On va finir sur ce qu'il fait. Elle parle de business parce que si vous allez sur les playlists, vous avez la possibilité d'apprendre à monétiser votre chaîne YouTube. Même si je vous ai dit, voilà, il y a une traversée du désert qui est assez longue, selon le thème que vous choisissez. Et ensuite, c'est de l'eau et du pain sec pendant très longtemps. Parce que croyez pas que vous allez faire fortune avec 100, 300, 400, 1000 vues, 2000 vues par vidéo, c'est impossible. Voilà, sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt. Abonnez-vous, partagez, likez. Et en attendant, qu'on se revoie, je vous fais plein de bisous. Voilà, à bientôt.